Bonjour, chers collègues. Merci beaucoup pour la possibilité de prendre la parole à notre séminaire. Le sujet de notre présentation que nous faisons avec Natalia Chache est consacré aux aspects financiers du développement durable de l'économie. Nous continuons notre programme de recherche qui est consacré aux finances dans l'économie verte. Nous nous sommes permis une expérience philologique. Nous avons regardé sur le site du ministère de l'économie et des finances, de l'industrie et de la souveraineté française, de la souveraineté numérique de la France. Voilà, nous avons vu ce terme nouveau, sustainabilité. Cela parle aussi, et cela montre qu'il y a un espace à part qui se forme dans ce domaine. Nous avons déjà parlé du ministère de l'économie et il me semble qu'en France, il y a trois tendances très intéressantes. Le ministre de l'économie et des finances de la France, Bruno Le Maire, a dit que la France doit devenir la première économie de l'Europe en dépassant l'économie de l'Allemagne. La Russie est devenue déjà la première économie de l'Europe et le gouvernement de la Russie l'a déjà annoncé, mais cela n'a pas été pris en compte. Mais il y a un autre aspect curieux, c'est le fait qu'il y a eu un programme lancé qui prévoit que vers 2040, la France deviendra la première économie verte. Là, il y a une dichotomie assez intéressante. La décarbonisation, en Russie comme en France, sera atteinte vers 2050. Et donc, l'un des sujets que nous voudrions examiner, c'est la relation entre les objectifs 2040 et 2050 dans l'économie française. Passons à notre présentation. Donc, vous voyez la littérature, les sources utilisées. Ce qui est intéressant ici, c'est l'article du professeur de l'école du business de Harvard, Monsieur Serafim, qui parle voilà, du développement durable aussi. Dans notre présentation, nous allons toucher tout d'abord aux finances des entreprises. Nous allons dire quelques mots sur les finances étatiques aussi, sur les finances publiques. On se base sur la fameuse 28e session de la conférence de l'ONU sur le changement du climat, où on a discuté des questions du financement et un grand nombre de ceux qui sont présents ici prend part aussi dans le forum global organisé par l'IMEMO, par cet institut, sur cette même thématique. Et les experts qui ont pris part à cette conférence, ils ont parlé des aspects financiers. C'est intéressant qu'il y a maintenant ce terme, le marché du financement durable. Peut-être ce serait mieux de parler du marché de financement des projets durables, mais peut-être voilà, ce terme, le marché du financement durable, va quand même être utilisé. De quoi est-ce qu'on peut parler ici? En Russie, nous voyons, on peut dire, un boom lié au financement vert et dans notre présentation, nous voudrions montrer à quel point les acteurs du marché, les sociétés et les structures financières sont intéressés à développer ce marché financier. En même temps, le gouvernement et les milieux intellectuels ressentent du scepticisme par rapport à cette problématique.
Mais je peux déjà vous dire que la conclusion de cette présentation sera la suivante. Le marché a fait son choix, le marché croit à cette problématique et investit de l'argent dessus. Donc, cela ne veut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement de Russie a développé un programme pour saner la politique de Russie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais la spécificité du marché de développement durable dans la définition de Georges Sérafim, ce sont les pratiques d'investissement prenant en compte les facteurs ESG pour améliorer les performances financières à long terme et créer une valeur durable. Donc, on essaie de montrer qu'en Russie, le financement durable va avoir des effets positifs. On voit en vert le nombre des nouveaux placements et comme cela, on peut voir la dynamique du volume du marché russe de la financement durable. La tendance est clairement positive ici. Il est intéressant aussi de voir que les instruments du marché de la finance durable deviennent de plus en plus nombreux. Les instruments et les dérivatifs deviennent de plus en plus diversifiés. Ils sont utilisés pour les différentes institutions financières aux objectifs différents. On sait quels sont les résultats de bons verts. Leurs résultats sont de plus en plus positifs. Jeffrey Sachs a vu cela et ses résultats. Il voyait principalement les économies de l'Asie, mais maintenant on voit les bons verts, les bons sociaux, les bons de développement durable, les crédits verts et sociaux. Et on a des différents types de ces instruments financiers. Et voilà comme se présente la structure du marché russe de la finance durable en 2023. Historiquement, la plupart est prise par les bons verts, puis on voit les bons sociaux, les bons de développement durable sont après, et puis les bons d'adaptation. Je ne vais pas les voir tout en détail parce que vous allez avoir mes diapos. Donc ici, je procède à caractériser tous les différents types de ces instruments. Et après, je donne des exemples de bons verts. Puis, on voit les caractéristiques principaux des principaux types d'instruments financiers et on cite des exemples des différents bons
social. Donc maintenant, je veux juste donner les titres de ces diapos, mais vous allez avoir tous les détails. Puis, il y a des instruments financiers pour le développement durable. Ici, avec ces instruments, on répond aux questions, aux demandes d'entreprises. Voilà, cela est suivi par les exemples d'émissions de bons pour le développement durable et en 2023, le montant total de ces bons s'élève à 29 milliards de roubles. Donc voilà, c'est à peu près le volume de marché de ce type d'instrument. Puis, les bons d'adaptation sont caractérisés, partagent les caractéristiques avec les autres types de bons et après, on présente les statistiques sur les prêts verts et sociaux. Leur partie n'est pas autant importante en ce moment, mais quand même. Et voici les résultats de sondage conduits par RA Expert. Une moitié des banques russes ont déclaré avoir commencé à accorder ce type de prêt. Je pense que cette statistique va augmenter. Voici la dynamique de croissance et structure du marché russe de la finance durable pour la période de 2018 jusqu'en 2023. Ici, on voit que c'est pas que le volume qui croît, mais qui augmente, mais les instruments deviennent de plus en plus diversifiés. Donc la structure change aussi. En 2018, il n'y avait que cette bande très fine sur cet axe. Et maintenant, on voit cette colonne avec plusieurs couleurs et ça veut dire que le volume et la diversité de ce type d'instrument augmentent. Maintenant, en passant aux conclusions, on peut dire que le développement du marché de la finance ESG en Russie continue et ce développement s'adapte à la situation changeante, comme partout dans le monde. Et en concluant, je voudrais vous montrer la prévision du volume et de la structure du marché russe de la finance durable en 2024-2026. Ici, il est évident que les bons de développement durable à partir du 2023 vont se développer et on voit l'augmentation du volume d'autres types de bons et les bons d'adaptation sont toujours peu nombreux dans ces structures. Et après, les résultats de sondage des entreprises russes qui prévoient d'émettre des bons ESG dans les années à venir. Ici, on voit que 57% ne prévoient pas d'émettre ce type de bons. C'est pas une surprise, mais en même temps, il y a d'entreprises qui quand même prévoient de le faire plus tard en 2025 et cela nous dit qu'il y a un certain potentiel pour le développement et l'augmentation d'utilisation de ce type d'instruments. Brève conclusion, et on constate l'intérêt de la part des sociétés russes à ce type d'instrument. L'État stimule l'utilisation de ce type d'instrument pour le développement durable avec des bénéfices.
On va présenter nos matériaux sur le financement par l'État et on doit dire aussi que, en fait, l'attitude générale d'entreprise est assez positive à ce type d'instrument. Donc, en concluant, je voudrais dire que le marché de financement durable en Russie a une tendance positive et la prévision pour le développement est positive également. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Chers collègues, qui voudrait poser des questions à Mstislav Afanassiev? Oleg Govtwan et après Hélène. C'est à vous. Moi, j'ai une question très simple. Moi, par rapport à... Je comprends cette argumentation ESG, mais je ne comprends pas le composant, la partie financière, parce que ici, on parle des réductions, mais qui va payer pour tout cela, comme on dit dans un film soviétique très connu? Comment est-ce qu'on va le faire marcher du point de vue de financement? Est-ce que pour l'instant c'est que des empruntes? C'est ça ma question. La réponse est la suivante. En fait, ces instruments sont caractérisés principalement pas que par l'intérêt d'avoir des bénéfices. Selon la définition que j'ai citée, et cette définition est tout à fait fiable, il est important de voir des objectifs qu'on poursuit quand on obtient les moyens pour réaliser ces objectifs. Donc, si on parle des projets verts, dans ce cas, on parle de financement vert. Donc, on ne parle pas cela d'un effort de trouver des bénéfices. En fait, des entreprises comprennent que les demandes au développement et aux technologies sont que les objectifs de développement durable annoncés par l'ONU en 2015, en fait, ils déterminent le développement de l'économie pour les années à venir. Donc, ce n'est pas juste pour être à la mode. Chaque grande entreprise, sur leur site web, ont une page sur la stratégie verte de cette entreprise. Et en fait, notre communauté scientifique est un peu en retard avec cela. Même les autorités sont en avance. Par exemple, l'année dernière, on avait une thèse sur la participation de la Banque centrale dans la politique ESG. Et en fait, la Commission ne comprenait pas ce terme parce qu'elle ne comprenait pas ce phénomène de la participation de la Banque centrale. Quand le ministère de l'écologie y prend parti, ça, ils comprennent, mais pour la Banque centrale, ils ne comprenaient pas. Mais en fait, même le site web de la Banque centrale contient beaucoup d'informations sur ce sujet. Donc, c'est plutôt la question de le niveau de sensibilisation des communautés à ce sujet. Govtan. Ok, je vais préciser ma question. En fait, un des agents principaux financiers qui doivent investir, ce sont les banques. Les banques ont une responsabilité par rapport aux ceux qui déposent l'argent et aux parties prenantes.
Mais je vois un certain écart entre cette responsabilité et les responsabilités dans le cadre de ESG. Il y a quelques années, dans une de nos fondations, on avait un projet et là, c'était écrit que selon la statistique, on avait 13 banques qui présentaient les rapports sur le financement vert et ils avaient les rapports financiers. Moi, j'ai vu ces 13 banques et un de ces banques était la VTB et on a des questions sur son santé financière. Et les autres 6 n'avaient pas d'argent en ce moment. Donc, voilà où je vois la contradiction et je ne vois pas la réponse. Oui, je comprends la question et j'avoue, je vois le problème, mais cet instrument financier n'est pas lié que au système bancaire. Cette problématique que les banques ne prennent pas partie suffisamment dans cette politique est très discutée. Et normalement, ce sont les entreprises qui investissent. Mais en fait, je sais que les participants de ces entreprises insistaient sur la participation de la part des banques parce que cela est tant d'indicateurs de développement des banques. OK, donc ça veut dire qu'on utilise l'argent de ceux qui déposent l'argent dans la banque. Merci beaucoup. Hélène, c'est à vous. Merci, Mstislav, pour cette présentation claire et stimulante à laquelle je vais m'efforcer de faire un parallèle avec la présentation de Maxime Isoulé. En effet, dès le début quand Mstislav a parlé du professeur Séraphin, il a mentionné qu'il y avait une volonté dans ce type d'investissement de créer des valeurs de long terme. Parce que la durabilité, comme son nom l'indique, c'est quand même dans la durée, dans le long terme. Donc, une première question sera, est-ce qu'en fait, ce nouveau terme n'est pas ce qu'on appellerait en français dans la littérature de l'économie des conventions, un investissement de forme qui expliquerait un moyen d'alléger les préoccupations dans le long terme d'une finance qui a longtemps été trop sur le court terme. Ensuite, Mstislav nous a dit que l'intérêt d'avoir des bénéfices, alors j'imagine des bénéfices immédiats, était pas l'intérêt majeur. Donc, derrière ça encore, il y a des concepts théoriques de l'économie que l'on peut mobiliser. C'est le terme de la valeur d'option. Parce qu'en effet, si on ne peut pas mesurer l'anticipation de profit immédiat ou du futur proche, c'est aussi parce qu'on a de l'incertitude et qu'on n'a pas tous les éléments. Mais ça ne veut pas dire que l'investissement ne vaut pas le coup d'être fait. Et ça, c'est très important, à mon avis, pour une dynamique d'investissement. Donc, troisième volet de ma question, je finis. Est-ce que ce type de segment du marché financier, est-ce que Mstislav pense que ça a un avenir dans les discussions dans le cadre des marchés financiers des BRICS? Et dans ce cas-là, est-ce que la Russie ne serait pas l'entité qui pourrait impulser cette dynamique? Merci, Mstislav, par avance. Merci Hélène pour ces questions intéressantes.
Cela touche à une problématique très euh, importante. On ne parle pas du refus des bénéfices, mais on parle du fait qu'on ne peut pas avoir des bénéfices à n'importe quel coût. Et il y a, il y a un certain temps, quand allée, c'était boulevard Saint-Michel, c'était une librairie et je voulais chercher des livres sur le SCG et j'ai vu que déjà à la fin des années 70, cette thématique était discutée en France. Donc c'était la responsabilité sociale des entreprises. Mais cela n'avait rien de commun avec le SCG que nous voyons maintenant. Mais déjà, il y avait des publications à la fin des années 70. Ça m'a beaucoup impressionné. En ce qui concerne cette thématique verte, bien sûr, les leaders, les pays des BRICS, en premier lieu, l'économie russe, chinoise, l'Inde, le Brésil, sont très intéressés parce que ce sont les leaders futurs du marché mondial. Et bien sûr, ils essayent de garantir que ce développement soit durable et long. Je souligne le mot développement. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une allocution de notre président et il parlait de la croissance durable. Mais la terminologie de la croissance, on n'en parle plus. C'était encore les rapports du club de Rome. Oui, il parlait de la croissance, mais on doit lutter non pas pour la croissance, mais pour le développement. Donc, ceux qui écrivent les allocutions de notre président n'ont pas suivi les changements de cette situation voilà, les changements qui ont eu lieu une vingtaine d'années avant. Je pense que les pays BRICS ont beaucoup de perspectives, de potentiel. Et Jeffrey Sachs, il décrivait par exemple l'expérience de la Chine et des pays de l'Asie sud-est dans le développement du financement vert dans son livre de 2022. Donc, je parle que les perspectives sont les plus brillantes. Merci beaucoup pour votre question. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres questions?